J'ai découvert le groupe de messages de ma femme appelé « Opération Divorce de Dan », où elle et ses sœurs planifiaient ma « fête surprise d'expulsion », justement le jour de notre anniversaire de mariage. Elle avait écrit « Il est tellement stupide, il croit vraiment qu'on fête nos 10 ans ». Sa sœur a répondu « J'ai déjà engagé les déménageurs, on va vider ses affaires pendant qu'il sera au travail ». Et ma belle-mère a ajouté « Mon avocat a déjà les papiers prêts. Il sera sans maison d'ici 18 heures ». Elles avaient prévu de tout filmer pour TikTok. Regardez ce loser recevoir ce qu'il mérite. Ce qu'elles ignoraient, c'est que j'avais fait des captures d'écran de tout. Aujourd'hui, à 19 heures, je vais moi-même entrer dans ma propre fête surprise, mais avec mes propres surprises. 3 jours plus tard, les trois dormaient dans leur voiture, me suppliant de répondre. Pardon. On ne voulait pas. S'il te plaît. 10 ans de mariage avec Cassandra, et je croyais vraiment qu'on avait construit quelque chose de solide. On s'était rencontrés à l'université, mariés jeunes, bâtissant ce que je pensais être une belle vie ensemble. Elle travaillait dans le marketing, moi comme développeur logiciel. À nous deux, on avait un revenu confortable. Sa famille avait toujours été très présente, parfois trop, mais je pensais que ça faisait partie du fait d'épouser quelqu'un issu d'un clan uni. Ses sœurs, Sharon et Brun, et sa mère, Giralda, se mêlaient constamment de notre vie, mais je l'acceptais parce que j'aimais Cassandra. Ce que je ne savais pas, c'est à quel point elle me détestait réellement. 3 semaines plus tôt, j'aidais Cassandra à configurer son nouvel iPhone. Elle se plaignait que l'ancien était trop lent et avait enfin fait la mise à jour. Pendant qu'on transférait les applis et données, j'étais connecté à son iCloud pour synchroniser le tout. Elle était sous la douche quand les notifications ont commencé à apparaître sur l'ordinateur portable. J'ai d'abord cru que c'était des messages de travail, elle en recevait toujours beaucoup. Puis j'ai vu une notification WhatsApp d'un groupe appelé « Opération Divorce de Dan ». Mon prénom est Dan. J'ai cliqué via le navigateur, et j'ai vu le groupe, Cassandra, Sharon, Brun et Giralda. Les messages m'ont glacé le sang, mais j'ai continué à lire, parce que je devais comprendre jusqu'où ça allait. Sharon avait écrit. Il est tellement stupide. Il croit vraiment qu'on fête nos 10 ans. Ça va être parfait. Brun avait répondu. J'ai déjà appelé la société de déménagement. On pourra vider ses affaires pendant qu'il sera au travail jeudi. Tout partira dans le garde-meuble 247 sur Fifth Street. Maman a récupéré la clé hier. Giralda avait ajouté. Mon ami avocat a déjà les papiers de divorce prêts. Dan sera assigné pendant la fête. Il sera à la rue d'ici 18 heures. J'ai hâte de voir sa tête. Cassandra avait envoyé un emoji qui riait, puis écrit. On devrait filmer pour TikTok. Regardez ce perdant recevoir ce qu'il mérite. 10 ans à faire semblant d'aimer ce type pathétique et je vais enfin être libre. J'ai tout sauvegardé. Chaque message, remontant sur plusieurs mois. J'ai découvert qu'elle préparait ça depuis plus de 6 mois, synchronisant tout pour coïncider avec notre anniversaire, que je croyais naïvement fêter ce samedi. La fête surprise, que je pensais que Cassandra organisait n'était en réalité que mon embuscade d'expulsion et de divorce. Et les messages révélaient encore plus. Elle parlait de moi comme d'un inférieur à leur famille. Que Cassandra ne m'avait épousé que parce qu'elle était enceinte en dernière année de fac, chose que je n'avais jamais su, puisqu'elle avait fait une fausse couche et ne m'avait jamais dit que c'était la raison de notre fiançailles précipitée. Elles expliquaient qu'elles attendaient simplement le bon moment pour me détruire complètement. Sharon disait que j'étais beaucoup trop à l'aise, et que je devais être remis à ma place. Brun voulait que je perde tout pour apprendre ma position. Giralda me traitait d'inutile à répétition, affirmant que sa fille méritait mieux qu'un simple programmeur. Elles avaient tout prévu, Cassandra devait jouer la comédie toute la semaine, puis m'inviter à ce que je pensais être notre dîner d'anniversaire samedi soir. En réalité, j'aurais débarqué dans une pièce pleine de cartons de déménagement et de papiers de divorce, pendant qu'elle filmait ma réaction pour la poster sur les réseaux sociaux. Leur but, m'humilier complètement. Ce qu'elles ignoraient, c'est que je soupçonnais déjà quelque chose. Pas exactement ça, mais je sentais la froideur, les regards en coin au repas de famille, les chuchotements qui s'arrêtaient dès que j'entrais. Depuis des années, je me préparais en silence, veillant à être financièrement protégé et juridiquement en sécurité si jamais Cassandra tentait de me dépouiller. Je ne suis pas le « programmeur idiot » qu'elle pense.
J'ai construit une richesse grâce à mes investissements et à des projets parallèles qu'elles ignorent totalement. J'ai des biens uniquement à mon nom. Des plans de secours qu'elles n'ont jamais imaginés. Des connexions dont elles n'ont pas la moindre idée. Pendant qu'elles tramaient leur coup depuis 6 mois, moi je me positionnais stratégiquement depuis 4 ans. Ces 3 dernières semaines, j'ai fait semblant de rien, tout en continuant de collecter les preuves, chaque nouveau message. Plus le samedi approchait, plus elles étaient enthousiastes à l'idée de l'embuscade. Hier encore, Cassandra m'a demandé à quelle heure je voulais partir pour notre dîner spécial. J'ai eu du mal à garder mon sérieux, sachant ce que ça signifiait vraiment. Le garde-meuble qu'elles ont loué? Je sais exactement où il est. L'avocat mentionné par Géralda? J'ai déjà fait mes recherches. La société de déménagement engagée par Brun? Disons que demain, ils auront quelques problèmes intéressants à gérer. Aujourd'hui, c'est vendredi. Demain, à 19 h, je suis censé entrer dans ma propre fête surprise. Mais cette fois, ce sera moi qui réserve les surprises. Je me prépare à ce moment depuis bien plus longtemps qu'elles n'essaient de me détruire. Et d'ici dimanche soir, ces femmes comprendront exactement ce qui arrive quand on sous-estime le mauvais homme. Mise à jour 1. Le samedi a commencé normalement. Cassandra jouait les femmes trop parfaites, probablement convaincue qu'elle était maligne. Elle m'avait préparé le petit déjeuner et n'arrêtait pas de répéter à quel point elle était excitée pour notre soirée spéciale. Elle évoquait même des souvenirs précis de notre mariage, me disant combien elle m'aimait et qu'elle avait hâte de célébrer ces 10 années incroyables ensemble. Tout le temps, je la regardais jouer son rôle, sachant exactement ce qu'elle croyait préparer pour dans quelques heures. Chaque sourire était faux. Chaque baiser avait le goût de la trahison. Et chaque mot doux faisait partie d'un énorme mensonge. Il m'a fallu rassembler toute ma force pour ne pas la démasquer sur le champ. Vers 14 h, elle a dit qu'elle devait régler 2 ou 3 choses pour préparer la soirée. Elle affirmait devoir acheter des fleurs et passer au restaurant pour confirmer la réservation. Parfait. Dès qu'elle est sortie, j'ai lancé mon premier coup. Voilà ce que je n'avais pas mentionné dans mon récit original, ce garde-meuble qu'elles avaient loué est à mon nom. Brun avait utilisé mes informations de carte bancaire, celles d'un ancien déménagement que je l'avais aidé à faire l'an dernier. Elle avait encore les données enregistrées et pensait que je ne remarquerais jamais la facture de location d'un box. Sauf que je surveille toutes mes transactions, sur tous mes comptes. Et j'avais déjà l'œil sur ce garde-meuble depuis des semaines. Encore mieux, en 3 semaines à espionner leur groupe, j'avais découvert qu'elle déplaçait mes affaires petit à petit, jamais tout d'un coup. Toujours quand j'étais au travail. Elle croyait être futée, prenant des choses que je ne remarquerais pas immédiatement. Mes vieux livres de fac. Quelques outils du garage. Des vêtements d'hiver dont je n'aurais pas eu besoin avant des mois. Elles avaient tout un système. Brun envoyait un message quand la voie était libre, Sharon débarquait avec son SUV, et ensemble elles chargeaient ce qu'elles pouvaient. Elles prenaient des photos, dressaient des listes de ce qui était déjà parti et de ce qu'il restait à emporter. Je suis allé directement au garde-meuble et j'ai tout vidé. Chaque carton, chaque meuble, tout ce qu'elles avaient déplacé. J'ai loué un camion et transféré l'ensemble dans un entrepôt de l'autre côté de la ville, un endroit qu'elles ne trouveront jamais. J'ai changé les serrures de l'unité et payé 6 mois d'avance, uniquement à mon nom. Mais ce n'est pas tout, je n'ai pas seulement retiré mes affaires, j'ai remplacé. J'ai rempli le box avec tous les vieux objets inutiles de mon bureau que je voulais jeter depuis des années. Électronique cassée. Matériel dépassé. Pile de paperasse sans valeur. Le décor parfait, comme si quelqu'un était déjà passé pour rafler ce qui avait de la valeur, ne laissant que des déchets évidents. Ensuite, je suis rentré et j'ai attendu. Cassandra est revenue vers 17 h avec Sharon et Brun. Elles riaient, toutes excitées, persuadées d'être sur le point de réussir leur embuscade parfaite. Géralda est arrivée à 18 h 30 avec une grande enveloppe brune, sûrement les papiers du divorce. À 19 h précises, Cassandra a dit qu'il était temps d'aller à notre dîner d'anniversaire. Nous avons pris ma voiture et elle m'a guidé jusqu'à la maison de Sharon. En me garant, j'ai vu de l'agitation derrière les fenêtres, c'était le moment. Cassandra a prétexté qu'elle devait juste récupérer quelque chose rapidement. En entrant, elles étaient toutes là, sourire jusqu'aux oreilles. Géralda a avancé avec l'enveloppe, Sharon déjà téléphone à la main, prête à filmer. C'est là que j'ai prononcé les mots que j'avais répétés depuis 3 semaines. Avant de commencer à filmer,
vous devriez peut-être jeter un œil au garde-meuble 247. Leur visage valait de l'or. Cassandra est devenue livide. Brun a laissé tomber son téléphone. Sharon a bredouillé des questions, mais on voyait le panique monter. J'ai alors révélé que je savais tout, l'opération divorce de Dan, chaque message, chaque détail de leur plan minutieux. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à lire à voix haute leurs propres mots. La pièce a explosé. Cassandra s'est mise à hurler que j'avais violé son intimité, que j'étais malade d'espionner des conversations privées. Géralda exigeait de savoir comment j'avais eu accès à leurs discussions de famille. Sharon me traitait de manipulateur, de déséquilibré. Mais voici la partie la plus savoureuse, elle ne pouvait rien nier. Chaque mot cruel, chaque projet pour m'humilier, chaque insulte était noir sur blanc, dans mes captures. Cassandra a tenté de dire que ce n'était que des dérapages, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de mettre tout ça en œuvre. Mais j'avais des captures de la veille, où Brun confirmait la location du camion et Géralda parlait de me remettre les papiers ce soir-là même. La dispute a duré plus d'1 heure, violente. Brun répétait que je méritais tout ce qu'elles avaient préparé, que j'étais un poids mort qui freinait Cassandra depuis des années. Elle disait que j'étais un fardeau, que Cassandra aurait pu épouser un homme de succès, mais qu'elle s'était retrouvée coincée avec moi. Sharon m'a traité de pathétique et m'a dit que je devais accepter que leur famille ne m'avait jamais voulu dans les parages, qu'elles attendaient depuis des années que Cassandra ouvre enfin les yeux. Mais Géralda, elle a complètement perdu le contrôle. Elle s'est mise à hurler que je n'avais aucune idée de qui j'avais affaire, que sa famille avait des connexions et des ressources que je ne pouvais même pas imaginer. Elle répétait que j'avais commis une grave erreur en croyant pouvoir les piéger, qu'elles avaient les moyens de rendre ma vie misérable, de détruire quiconque oserait se mettre sur leur chemin. Cassandra oscillait entre nier et exploser de rage parce que j'avais violé sa vie privée. Un instant, elle jurait que les messages n'étaient que des défouloirs inoffensifs entre proches. La minute suivante, elle criait que j'étais un malade contrôlant, sans aucun droit d'espionner ses conversations personnelles. C'est là que j'ai révélé que le garde-meuble était déjà vidé. J'ai expliqué que la société de déménagement qu'elles avaient engagée se pointerait lundi pour trouver un box vide. J'ai aussi dévoilé que leur fameux plan parfait venait de s'écrouler. Puis j'ai sorti mes cartes que je n'avais pas encore montrées, j'enregistrais nos conversations depuis 2 semaines avec une appli sur mon téléphone. J'avais compilé chaque mensonge de Cassandra sur ses projets. Je montais un dossier complet de preuves sur leur conspiration visant à me frauder. Le chaos qui a suivi était inimaginable. Cassandra m'accusait de voler leurs affaires, alors qu'il s'agissait littéralement de mes propres biens. Brun exigeait que je dise où j'avais tout emporté. Sharon menaçait d'appeler la police. Et Géralda montait en pression, hurlant qu'elle allait ruiner ma carrière, qu'elle avait des amis capables de m'empêcher de retravailler un jour dans la tech. Elle parlait du legs de son défunt mari, de son réseau de personnes puissantes, et de sa capacité à me détruire financièrement et professionnellement. Alors j'ai décidé de les mettre au défi. J'ai pris mon téléphone, j'ai composé le numéro de la police sous leurs yeux et j'ai expliqué à l'opérateur que je voulais signaler un vol d'identité et une fraude à la carte de crédit. J'ai précisé que j'avais les documents montrant que quelqu'un avait utilisé mes données financières pour louer un box sans mon autorisation. Un silence glacial est tombé instantanément. La police n'est pas venue sur place, puisque j'ai dit que la situation immédiate était sous contrôle, mais le message était clair. Tout ce qu'elles avaient fait pouvait se retourner légalement contre elles et elles le savaient. Je les ai laissées planter là, abasourdies, et je suis rentré chez moi. Cassandra est montée dans la voiture avec moi, muette, probablement en train de réfléchir à son prochain coup. À peine entrée, elle est partie s'enfermer dans la chambre. Je l'ai entendue téléphoner à quelqu'un, sans doute une de ses sœurs, mais je n'ai pas compris les mots. Environ 1 heure plus tard, elle est ressortie avec une attitude complètement différente. Tout à coup, elle était pleine de remords, répétant que le groupe n'était que du drama familial, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de rien exécuter. Elle affirmait que ses sœurs l'avaient poussée à participer au plan et qu'elle cherchait en réalité une issue. Elle me disait m'aimer, vouloir réparer notre mariage, qu'on pouvait aller en thérapie de couple. Elle a même proposé de renouveler nos vœux et d'avoir une vraie célébration de nos 10 ans. J'ai écouté chaque mot. Mais je n'ai cru à rien. Cette femme avait passé des mois à planifier ma destruction publique. Elle m'avait traité de pathétique et d'inutile devant sa propre famille. Elle avait orchestré une remise de papier de divorce comme un spectacle à poster sur les réseaux sociaux. Et maintenant,
elle voulait prétendre que tout ça n'était qu'un malentendu. La vérité, c'est que ce n'était que le premier tir. Elle croit que perdre le garde-meuble et voir leur plan exposé est le pire que je puisse leur faire. Elle pense que Cassandra peut m'endormir avec quelques mots doux et que tout redeviendra normal. Elles n'ont aucune idée de ce qui les attend. Pendant qu'elle passait des mois à organiser, opération divorce de Dan, moi, j'ai passé des années à me préparer à une situation exactement comme celle-ci. J'ai des stratégies financières qu'elles ignorent, des protections légales qu'elles n'imaginent pas, et des plans de contingence pour des scénarios auxquels elles n'ont même jamais songé. Souvenez-vous, j'avais mentionné que je bâtissais discrètement ma richesse à travers des investissements et des projets parallèles. Mais ça, ce n'était que la partie visible. Depuis 4 ans, j'ai blindé chaque bien, chaque compte, chaque document légal, tout est structuré pour qu'aucune d'elles ne puisse jamais me ruiner. Le coup du garde-meuble n'était qu'un avertissement, la preuve que je ne suis pas la victime idiote et sans défense qu'elle croyait manipuler. Mais la véritable pression n'a même pas encore commencé. Et lundi matin, ces femmes vont avoir une surprise très intéressante. Disons simplement que les menaces de Geralda au sujet de ses connexions et ressources vont bientôt être mises à l'épreuve d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu prévoir. Mise à jour 2. Avant toute chose, je veux répondre à certains commentaires de la dernière mise à jour. Oui, je sais que certains d'entre vous pensent que j'aurais dû simplement partir et recommencer à zéro. Mais partir aurait signifié leur laisser croire qu'elles pouvaient continuer à détruire des gens sans jamais subir de conséquences. Ces femmes ont passé des mois à planifier ma ruine publique et à me mettre à la rue, tout ça pour s'amuser. Le lundi a commencé tôt. Cassandra est partie travailler vers 7h30, essayant encore de faire comme si tout allait bien entre nous. Elle m'a même embrassé en me disant qu'elle espérait qu'on pourrait discuter davantage de « réparer notre mariage » à son retour. J'ai simplement hoché la tête et lui ai souhaité une bonne journée. À 8h pile, j'ai lancé mon premier coup. Depuis 4 ans, je ne me contentais pas de bâtir un patrimoine et de protéger mes biens. J'étudiais chaque membre de cette famille. Leurs emplois. Leurs finances. Leurs dépendances. Leurs points faibles. L'information, c'est du pouvoir. Et je l'avais accumulé méthodiquement. Ces femmes croyaient tout savoir de moi, mais elles n'avaient jamais pris la peine de regarder ce dont j'étais vraiment capable. Dans leurs yeux, j'étais ce programmeur discret qui ne faisait pas de vagues au repas de famille. Elles en ont conclu que j'étais faible et manipulable. Cassandra travaille dans une petite agence de marketing qui gère les campagnes réseaux sociaux pour des commerces locaux. Ce qu'elle ignore, c'est que depuis 2 ans, je fais du développement web en freelance pour 3 des plus gros clients de son agence, pas via l'agence, mais directement avec les propriétaires. À 8h, j'ai envoyé des propositions détaillées à ces 3 clients, leur offrant de gérer toute leur présence numérique en interne, pour un tarif bien inférieur à ce qu'ils payaient actuellement à son agence. À 9h15, j'avais déjà 2 contrats signés et un accord verbal du 3e. En 90 minutes, l'agence de Cassandra venait de perdre 60% de son chiffre d'affaires. Vint ensuite Sharon. Elle est gestionnaire immobilière pour une société qui administre environ 40 appartements en ville. Ce qu'elle ignorait, c'est que je connais son patron, Brandon, depuis la fac. Nous n'avons jamais été proches, mais nous avons gardé contact sur LinkedIn. À 10h, je l'ai appelé pour discuter d'un problème sérieux concernant une de ses employées. Je lui ai expliqué que Sharon utilisait les ressources de l'entreprise pour des affaires personnelles, notamment pour orchestrer des attaques contre des membres de sa propre famille. Je n'ai rien inventé d'illégal, je me suis contenté des faits. Sharon a utilisé l'ordinateur de la société pour rechercher des box dans le cadre de l'opération divorce de Dan. Elle a organisé des activités personnelles pendant ses heures de travail, dont la coordination du camion de déménagement. Et elle a même utilisé le véhicule de l'entreprise pour ses trajets. Brandon a pris ça très au sérieux. Vers midi, Sharon était déjà convoquée par les RH pour usage abusif des ressources de l'entreprise et violation des politiques de confidentialité. Puis vint Brun, la plus simple, honnêtement. Elle travaille à mi-temps dans un cabinet dentaire et complète ses revenus avec du catering le week-end. Elle s'était forgé une petite réputation en organisant des événements locaux. Le détail parfait ? La majorité de ses clients la trouvent grâce aux recommandations et aux réseaux sociaux. J'ai passé l'après-midi du lundi à rédiger des publications détaillées sur mon « expérience d'anniversaire ». Rien de diffamatoire, rien qui puisse me causer des ennuis légaux. Juste des faits, le récit honnête de comment une coordinatrice de catering
engagée pour un événement de famille, avait en réalité conspiré avec des proches pour saboter la célébration. J'ai publié des captures de ces messages, décrivant comment elle prévoyait de tout gâcher. J'ai tagué tous les groupes locaux d'événements, les salles de mariage, les entreprises de fête. J'ai diffusé dans chaque groupe communautaire Facebook où les gens demandent des recommandations de services. Le mardi matin, Brun avait déjà perdu 3 contrats de week-end et reçu plusieurs messages de clients potentiels disant qu'ils avaient choisi d'autres prestataires. Mais le grand spectacle, c'était Géralda. Vous vous souvenez de ses menaces avec ses connexions et ressources? De ses discours sur le réseau de son défunt mari, censé pouvoir me détruire financièrement et professionnellement? Eh bien, j'ai décidé de mettre ces fameuses connexions à l'épreuve. Son mari possédait une petite entreprise de construction avant de mourir, il y a 5 ans. Après sa mort, Géralda a gardé la société enregistrée et la licence active, même sans activité. Elle s'en servait parfois pour des questions fiscales et pour conserver une certaine crédibilité sociale dans ses cercles. Ce que Géralda ignore, c'est qu'une licence d'entreprise active implique des obligations légales et des exigences réglementaires. Et quand on n'exerce aucune activité réelle, ça peut vite créer de sérieux ennuis auprès des conseils de régulation et des organismes de contrôle. Mise à jour 3. Mardi après-midi, j'ai déposé des plaintes formelles auprès du Conseil d'État chargé de délivrer les licences aux entreprises du bâtiment et auprès de l'autorité de régulation des activités commerciales locales. J'y ai documenté que la société de Géralda semblait inactive tout en maintenant une licence en vigueur. J'ai soulevé des questions sur une possible fausse déclaration auprès des organismes de contrôle et j'ai demandé l'ouverture d'enquêtes officielles sur ces opérations. Encore une fois, rien d'illégal de ma part. Juste un citoyen préoccupé qui pose des questions légitimes sur la conformité d'une entreprise et ses obligations de licence. C'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Mercredi matin, elles étaient déjà en panique. Cassandra est rentrée mardi soir dévastée, son patron ayant convoqué une réunion d'urgence à cause de la perte de clients. Sharon faisait l'objet d'une enquête interne et risquait un licenciement. Brun courait partout pour sauver sa réputation, tandis que ses revenus du week-end s'évaporaient. Et Géralda? Elle a reçu des notifications officielles de 2 agences différentes lui demandant des documents de l'entreprise et l'informant d'audits de conformité en cours. Mercredi soir, elles ont débarqué tout ensemble chez moi. Cette fois, plus de douceur de façade, plus de comédie. Elles étaient furieuses, désespérées, en quête de réponse. Cassandra hurlait que je détruisais le gagne-pain de « gens innocents » pour une querelle familiale stupide. Elle disait que ses collègues allaient perdre leur emploi à cause de ma « vengeance ». Sharon exigeait que j'appelle Brandon pour dire que j'avais menti dans mon signalement. Elle paniquait, elle avait besoin de ce boulot pour payer sa voiture et son appartement et ne pouvait pas se permettre d'être au chômage. Brun pleurait, me suppliant de retirer mes publications des réseaux, parce qu'elle ne pouvait pas perdre ses prestations de catering. Son loyer tombait la semaine suivante et elle comptait sur les réservations du week-end pour payer. Géralda, elle, était différente. Elle ne suppliait ni ne menaçait plus, elle calculait. Elle cherchait à mesurer exactement ce que je savais et ce que je comptais faire ensuite. Elle m'a demandé droit dans les yeux ce que je voulais, ce qu'il faudrait pour que j'arrête. Elle a dit qu'elles avaient compris la leçon, et qu'elles me laisseraient tranquille si je cessais d'attaquer leurs emplois et leurs affaires. Je lui ai répondu la vérité. Il ne s'agissait pas d'enseigner une leçon ni d'obtenir la paix. Il s'agissait de montrer ce qui arrive quand on tente de détruire quelqu'un qui a passé des années à se préparer à se défendre. Je leur ai expliqué que tout ce qu'elles avaient perdu jusque-là n'était qu'un début. Que j'avais passé 4 ans à bâtir des ressources et des connexions précisément pour me protéger de ce type de manipulation familiale. Et que désormais, elles allaient découvrir, en direct, ce que cela signifie de voir quelqu'un démonter méthodiquement la vie que vous avez construite. Géralda a demandé ce que je voulais, ce qu'elle pouvait faire pour mettre fin à tout ça. J'ai répondu, rien. Elles avaient fait leur choix quand elles ont planifié l'opération divorce de Dan. Maintenant, elles allaient vivre avec les conséquences. C'est alors qu'elle a dit quelque chose qui a tout fait basculer. Géralda a affirmé que je n'avais aucune idée de qui j'avais en face. Que sa famille gérait des fauteurs de troubles comme moi, depuis des décennies, et que j'allais apprendre pourquoi, dans cette ville, on savait qu'il ne fallait pas se mettre en travers de leur route. Elle a ajouté qu'elles avaient toujours protégé Cassandra de ses erreurs et que m'épouser avait été la plus grande de sa vie. Qu'elle m'avait vu, pendant 10 ans, retenir sa fille et l'empêcher d'atteindre son plein potentiel.
Qu'elle ne me laisserait pas détruire l'avenir de Cassandra. Là, j'ai compris. Le rêve n'était pas seulement une question de « standing familial ». Elle croyait réellement que je gâchais la vie de Cassandra par ma simple présence. À leurs yeux, j'étais le poids mort qui l'empêchait d'avoir le mari, à succès, qu'elle méritait. Dans leur esprit, l'opération divorce de Dan n'était pas de la cruauté. C'était une intervention. Mais comprendre leur motivation n'a rien changé. Au contraire, cela m'a rendu encore plus déterminé à leur prouver à quel point elles se trompaient sur qui tenait vraiment les rênes. Je leur ai dit que tout ce qu'elles avaient vécu n'était qu'une répétition générale. Que chacun de mes mouvements avait été calculé pour toucher précisément ce que chacune d'elles valorisait le plus. Et que vendredi matin, elles recevraient toute une livraison très spéciale, quelque chose qui ferait passer tout ce que j'avais fait jusque-là pour de simples tours d'échauffement. Parce que ce qu'elles n'ont toujours pas compris est simple. Je n'essaie pas d'enseigner une leçon. Je n'attends pas d'excuses. Je démonte, pièce par pièce, les vies confortables qu'elles ont bâties pendant qu'elles tramaient la destruction de la mienne. Mise à jour finale. Ce qui s'est passé ce week-end était exactement ce que je préparais depuis 4 ans. Le vendredi est arrivé, et la livraison spéciale, que j'avais promise est arrivée pile à l'heure. À 9 heures précises, 3 huissiers se sont présentés à 4 adresses différentes. Cassandra a été notifiée à son bureau, devant tous ses collègues. Sharon a reçu ses papiers à la loge de son immeuble, sous les yeux de ses voisins. Brun a été servi directement au cabinet dentaire où elle travaille à mi-temps. Et Géralda a été touchée chez elle. Les documents ? Des ordres d'expulsion, mais pas du genre auquel vous pensez. Voilà quelque chose que je n'ai jamais révélé en 10 ans de vie commune, la maison où Cassandra et moi vivons, qu'elle croit être la nôtre, je l'ai achetée comptant il y a 3 ans avec les bénéfices de mes affaires parallèles. Son nom n'a jamais figuré sur l'acte, ni sur un financement, ni sur aucun document légal. Elle n'était qu'une invitée dans cette maison, totalement inconsciente de n'avoir aucun droit juridique dessus. La notification lui donnait 30 jours pour quitter les lieux, invoquant des différences irréconciliables et la rupture de l'union domestique. Parfaitement légal. Parfaitement exécutoire. Mais ce n'était que le début. L'appartement de Sharon ? J'ai découvert que l'immeuble appartient à un groupe d'investissement immobilier pour lequel je travaille depuis 18 mois sur leur site et système. Quand j'ai alerté sur l'utilisation abusive des ressources de la société par leurs gestionnaires et les risques légaux que cela comportait, ils ont pris ça très au sérieux. L'avis de Sharon citait une violation des règles de la copropriété et un conflit d'intérêts avec l'administrateur. Brun et sa petite maison ? Elle la loue à un couple âgé vivant hors de l'État. Ce qu'elle ignore, c'est que j'administre leur site et leur système de paiement en ligne depuis 1 an. Quand je leur ai expliqué que leurs locataires participaient à des campagnes d'harcèlement, risquant de nuire à leur réputation, ils ont décidé de ne pas renouveler son bail mensuel. Et Géralda ? Son cas fut le plus complexe, mais aussi le plus savoureux. Les enquêtes réglementaires que j'avais déclenchées ont révélé des incohérences dans ses déclarations d'entreprise. Rien de criminel, mais assez pour causer de gros problèmes avec ses impôts fonciers et son assurance habitation. Il s'avère que maintenir une licence inactive tout en profitant d'exonérations résidentielles crée un joli casse-tête juridique. La notification qu'elle a reçue n'était pas un simple avis d'expulsion. C'était une saisie hypothécaire. Les irrégularités dans son statut d'entreprise ont entraîné une révision des conditions de son prêt, et certaines violations techniques ont donné à la banque le droit d'exiger le remboursement immédiat. Des vendredis après-midi, elle m'avait tout appelé, chacune avec une approche différente. Cassandra est rentrée en larmes, suppliant que je reconsidère. Elle disait qu'elle ferait n'importe quoi pour sauver notre mariage, qu'elle couperait tout lien avec sa famille si je la laissais rester. Elle a promis une thérapie de couple, de tout changer, elle a même proposé de signer un contrat postnuptial me donnant le contrôle total de nos finances. J'ai écouté chaque mot, puis je lui ai simplement rappelé que ces 30 jours venaient de commencer. Sharon m'a appelé vers 18 heures, désespérée. Elle disait que perdre son emploi et son appartement la même semaine allait la ruiner. Elle m'a offert de travailler gratuitement pour moi, n'importe quoi, du moment que j'appelais le groupe d'investisseurs pour annuler la procédure. Elle jurait avoir compris la leçon et promettait de ne plus jamais s'immiscer dans ma vie. Je lui ai seulement répondu que les conséquences ne faisaient que commencer. Brun s'est présenté chez moi samedi matin, en larmes. Elle disait avoir déjà perdu la plupart de ses contrats de catering et craignait désormais de se retrouver à la rue. Elle répétait sans cesse, « Que puis-je faire ? Que puis-je t'offrir pour inverser la situation ?»
Elle est même allée jusqu'à dire qu'elle me donnerait toutes ses économies si je l'aidais à garder sa maison. Je lui ai rappelé à quel point elle était enthousiaste à l'idée de filmer ma réaction pour TikTok, persuadée qu'elle détruisait ma vie. Je lui ai demandé ce que ça faisait d'être de l'autre côté de l'équation. Mais Géralda a été différente. Elle n'a ni pleuré ni supplié. Elle s'est présentée chez moi samedi soir, avec ce regard froid et calculateur. Elle m'a dit que j'avais commis la plus grosse erreur de ma vie. Que sa famille avait des connexions inimaginables, des ressources que je ne pouvais pas comprendre, des moyens de gérer les problèmes auxquels je n'étais pas préparé. Elle affirmait avoir passé 2 jours à passer des coups de fil, et que j'allais bientôt comprendre pourquoi, dans cette ville, on ne croisait pas la route de sa famille. Je lui ai simplement demandé comment ces fameuses connexions fonctionnaient, maintenant qu'elle faisait face à une saisie hypothécaire. C'est à ce moment-là qu'elle a craqué. Elle a admis que la plupart des anciens contacts d'affaires de son mari avaient déménagé ou pris leur retraite ces 5 dernières années. Elle a confessé que le réseau puissant dont elle me menaçait n'était plus qu'un tas de souvenirs et de vieilles cartes de visite. Elle a reconnu qu'elle essayait de maintenir une illusion de pouvoir et d'influence pour protéger l'image de sa famille, mais que la réalité était tout autre. La mort de son mari avait laissé Géralda avec plus de dettes que de biens, et depuis des années elle luttait en secret, tout en prétendant que tout allait bien. Les problèmes liés à la licence de son entreprise n'étaient pas qu'une simple formalité administrative, ils ont été la goutte d'eau qui a révélé à quel point sa situation était fragile. Dimanche matin, la réalité les avait toutes rattrapées. Cassandra a passé le week-end à appeler frénétiquement famille et amis pour trouver un endroit où loger. Mais la rumeur de notre désastre conjugal s'était déjà répandue, et la plupart refusaient de s'impliquer dans ce qui ressemblait à un divorce explosif. Sharon s'est vue refuser une aide d'urgence au logement, sa perte de revenus était trop récente pour entrer dans les critères. Ses économies ne couvraient même pas le dépôt de garantie, encore moins le premier mois de loyer. Brun a tenté de loger chez des amis, mais avec sa réputation détruite dans le milieu du catering, elle ne pouvait plus troquer ses services contre un toit. Elle a fini par dormir dans sa voiture, sur le parking d'un Walmart. Géralda a vu sa procédure de saisie hypothécaire accélérée par les irrégularités de sa licence. Il lui restait moins de 2 semaines pour réunir une grosse somme ou trouver un autre logement. Dimanche soir, elles sont toutes revenues frapper à ma porte, ensemble, pour la dernière fois. Cette fois, plus de cris, plus de menaces. Seulement du désespoir pur. Elles étaient épuisées, brisées, la peur gravée dans leurs yeux. Cassandra semblait avoir pleuré des heures. Sharon fixait sans cesse son téléphone, comme si elle attendait un miracle. Brun avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Géralda paraissait avoir vieilli de 10 ans en une semaine. Cassandra a parlé la première. Elle disait qu'elle regrettait tout, qu'elle n'avait jamais pensé que ça irait si loin. Que l'opération divorce de Dan n'était qu'un drame familial qui avait dérapé. Sharon a admis qu'elles avaient fait une énorme erreur, qu'elles avaient appris leur leçon et ne recommenceraient jamais. Brun pleurait en s'excusant d'avoir voulu filmer mon humiliation, disant qu'elle comprenait enfin à quel point c'était cruel. Et Géralda, d'une voix lasse, a imploré ma clémence, affirmant qu'elles avaient retenu la leçon et qu'elles voulaient seulement une chance de reconstruire leur vie. Je les ai écoutées. Puis j'ai dit exactement ce que je préparais depuis 4 ans. Tout ce qui vous arrive est la conséquence directe de vos propres choix. L'opération divorce de Dan n'était pas un simple drame de famille. C'était un plan calculé pour détruire ma vie pour vous amuser. Vous vouliez filmer ma réaction pendant que je perdais ma maison, mon mariage et ma dignité. La seule différence entre votre plan et ma réponse, c'est que moi, j'ai réussi. Elles ont continué à supplier, offrant n'importe quoi, promettant de réparer. Je leur ai répondu qu'il n'y avait rien qu'elles puissent m'offrir pour effacer les conséquences de leurs actes. Je leur ai rappelé qu'elles m'avaient montré à quel point leur famille valorisait la loyauté et le respect. Et que désormais, elles découvraient ce que ça faisait d'être de l'autre côté. J'ai fermé la porte. De l'autre côté, je les ai entendus se disputer sur l'endroit où elles passeraient la nuit. 3 jours ont passé depuis. J'ai vu la voiture de Cassandra garée derrière un supermarché, apparemment, c'est là qu'elle dort. Sharon passe ses nuits sur le parking d'une laverie ouverte 24h24. Brun et Géralda partagent la voiture de Géralda, changeant de lieu pour ne pas attirer la sécurité ou la police. Elle m'envoie sans cesse des messages, m'appelle, me laisse des messages vocaux. Toujours des variations sur la même phrase. Nous sommes désolés, nous ne voulions pas ça. S'il te plaît.
Chaque jour, le désespoir dans leur voix devient plus palpable. Hier, Cassandra m'a laissé un message de 40 minutes où elle ne faisait que sangloter et répéter ses excuses. Je n'ai pas répondu. Il y a 4 ans, quand j'ai compris le mépris qu'elles avaient pour moi et que j'ai commencé à me préparer, je me suis fait une promesse. Si un jour elles tentaient de me détruire, je serais prêt à les détruire en retour. C'est exactement ce qui s'est produit. Elles ont ri en planifiant ma chute. Elles se réjouissaient de me voir perdre tout ce que j'avais. Aujourd'hui, ce sont elles qui dorment dans leur voiture, qui implorent la pitié et qui voient leur monde s'effondrer. Moi? Je suis toujours là, confortablement installé dans ma maison, avec mon entreprise florissante et ma sécurité financière intacte. Elles ont appelé ça l'opération divorce de Dan. Je crois qu'on peut dire que l'opération a été un succès total, juste pas dans le sens qu'elles avaient prévu. Commentaire Monsieur Reddit. Ah oui, bien sûr, ce n'était qu'un petit drama familial qui a mal tourné, n'est-ce pas? Eh bien, rien de tel que de finir à dormir dans une voiture et supplier pour sa survie pour réaliser que la blague n'était pas si drôle que ça. Qui aurait cru que l'opération divorce de Dan serait la première opération à réussir à 100% mais contre ses propres instigatrices?